chacune et à chacun, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle marche du siècle. Vous le devinez bien quand je dis elles veulent tout, quand le titre de l'émission dit elles veulent tout, eh bien ça désigne juste un mouvement où aujourd'hui les femmes exigent à la fois de pouvoir concilier leur vie professionnelle, leur vie affective, leur vie familiale, mais on va le voir au travers de bien des difficultés parce que entre les discours et la distance entre les discours et les actes est encore assez longue à parcourir. Nous avions fait c'était je crois le numéro 2 de la marche du siècle sur le droit des femmes en posant la question de leur régression. Nous avions abordé en pointillé toutes ces questions d'emploi du temps, de double ou triple journée de travail, de difficulté de concilier les enfants avec les rythmes professionnels, le problème de la garde des enfants dans les crèches, le problème aussi du choix quelquefois entre la vie familiale et la vie professionnelle. Nous y revenons là longuement avec des portraits de femmes qui seront, vous le verrez, autant de grandes leçons d'humanité sommaires. Françoise et Naïma, deux femmes à l'emploi du temps bien rempli. La première fonce tête baissée dans son travail, n'accordant que peu de temps à sa vie privée. 24 heures par jour suffisent à peine à la seconde, qui s'occupe de son restaurant et de ses enfants. Portrait croisé de deux femmes de tempérament. Madame est commissaire, commissaire de police. Comme tous ses collègues hommes, elle dirige un commissariat, procède à des interpellations. Et de plus, à la maison, comme toutes les femmes, elle s'occupe de ses enfants et de son mari. La crèche en entreprise, un luxe rare en France. C'est un avantage pour Laurence qui travaille dans une grande banque en région parisienne, mais pour en bénéficier, elle et son enfant font chaque jour 2 heures de trajet. Laurence et Valérie sont toutes deux directrices de gestion, elles se partagent 3 jours par semaine un même poste de travail et le reste du temps est consacré aux enfants et aux loisirs. Elles disent que le temps partagé, c'est la formule rêvée. Françoise de Panafieux, bonsoir. Vous êtes la seule femme politique sur ce plateau. Je vous remercie d'être venue. Je vous avais invité avant votre candidature à la candidature de la mairie de Paris. Mais à chaque fois que je vous invite, je vous avais invité à l'hebdo de Canal+. Vous aviez été viré du gouvernement Juppé. Et là, je vous invite. Vous n'avez plus de bureau à l'hôtel de ville. Je vous fous la choumoune. Hein? Donnez-moi votre prochaine date. Juste en entrée, j'ai lu souvent de vous que vous disiez la présence des femmes en politique, c'est quelque chose qui change le rapport à la politique parce que moins vulnérable aux apparences de pouvoir et plus ancré dans le quotidien et bien forcé, disiez-vous, puisque toute la journée, finalement, le quotidien se rappelle à nous par les enfants qui appellent, le mari qui appelle, etc. Vous pensez vraiment que la féminisation de la vie politique peut changer quelque chose dans le rapport des citoyens à la politique? Je pense d'abord que je suis une femme parmi d'autres, n'est-ce pas? Et nous avons toutes ce problème. Qui est de vouloir tout concilier à la fois. Alors, une vie professionnelle remplie, et puis une vie affective ou familiale, quelle qu'elle soit, vraiment importante pour nous. Alors, tout notre souci, finalement, c'est d'aller à l'essentiel, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de temps à perdre. Et dans le fond, pour pouvoir tout remplir, il faut de l'organisation. Il faut, soyons clairs aussi, une rude santé, peut-être. Et puis, il faut une certaine harmonie autour de soi. Et c'est vrai que moi, j'ai cette chance d'avoir une vie familiale harmonieuse avec les uns et les autres qui peuvent se retrouver dans ma vie professionnelle au même titre que je me retrouve dans la vie de mon mari et de mes enfants. Ça, c'est une vraie chance. Lio, une carrière artistique comme la vôtre, avec une pelletée d'enfants, ça a imposé quelquefois des choix qui pouvaient être préjudiciables à la carrière, entre guillemets, au profit des enfants? Oui, tout le temps. Et d'ailleurs, ça donne une carrière en dents de scie. Puisque quand on ne veut pas choisir une carrière et mettre de côté les enfants, la vie affective et l'amour, eh bien, forcément, on est moins disponible pour des gens égoïstes parce que le métier d'artiste est un métier égoïste. Donc, plus j'ai d'enfants et moins je travaille, malgré mon envie de travailler autant et que mes enfants sont très compréhensifs, je peux travailler. Donc, c'est vrai que ça pose un problème, c'est certain, clair et net. Ça nous pose à nous un problème d'organisation terrifiant, un problème de culpabilité immense, d'autant plus, excusez-moi, quand on est artiste, parce que ça reste quand même la saltimbanque, la fille de joie, oui, de toutes les joies, mais de joie, donc quelqu'un de pas très sérieux, et je peux vous assurer que chaque fois que je me retrouve devant le juge aux affaires familiales, je tremble, parce que je sais que je ne suis pas avocate, qui pourtant ont des horaires peut-être plus compliqués que les miens. Donc oui, c'est compliqué, c'est difficile d'organiser, d'harmoniser tout ça. Corinne Touzé? Oui, ben, on en est toutes au même point. Hein. Je pense que ce n'est pas forcément notre métier qui nous distingue.
On essaye d'être des mamans formidables, on essaye d'être des professionnels formidables, on essaye d'être toujours à l'heure, on essaye de savoir faire les compotes de pommes, réussir la crème anglaise, et en même temps de jamais culpabiliser. Donc, moi, je crois avant tout, enfin, c'est avec le temps que ça a été vraiment, à un moment, il a fallu vraiment que c'était pas mon tempérament que je m'organise. Et je crois qu'on peut absolument pas faire autrement avec les métiers qu'on a, qui sont des métiers où on a toujours une valise à la main, ou un ticket d'avion, ou un ticket de train. La culpabilité, la culpabilisation, Sylvia Di Giampino, c'est le thème de votre livre, hein, un livre chez Albin Michel qui s'appelle Les mères qui travaillent sont-elles coupables? Mais à vous lire, évidemment, la question est une fausse question. Elles ne sont pas coupables, mais en même temps, le fait qu'elles ne soient pas coupables n'empêche pas qu'elles se sentent très souvent coupables, c'est-à-dire coupables de soit pas être assez au boulot et pas assez s'investir quand à un moment donné la vie familiale prend le dessus, et la plupart du temps de ne pas être assez mère quand la vie professionnelle a ses exigences. Oui, mais cette culpabilité, elle n'a pas de raison d'être parce qu'elle est liée au fait que nous avons un certain regard sur les enfants qui est faux. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et notamment quand je vous entends dire toutes « je dois m'organiser, je dois faire tout », j'ai envie de dire « vous devez faire avec tous les autres concernés par les enfants ». Parce que l'équilibre d'un enfant, sa santé, ce n'est pas le problème exclusif des femmes, c'est le problème du couple et de la société dans son ensemble. Et sur le plan psychologique, pour en revenir à ce dont je peux témoigner, il est clair que nous avons trop focalisé sur la relation mère-enfant lorsque nous cherchons à comprendre le développement des enfants. Et aujourd'hui, on a découvert d'autres facettes du développement des enfants et notamment l'importance des autres que la mère pour l'enfant. Donc ça, c'est un point en moins potentiellement pour les femmes. Oui, il faut qu'elles apprennent à découvrir tout ce champ de connaissances de l'enfant qu'elles ignorent encore. Alors on y reviendra évidemment. Oui, Laurence de Cambronne. Le micro près de la bouche. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans le livre de Sylvia Di Giampino, c'est qu'elle parle aussi de la culpabilité des femmes qui ne travaillent pas. Et on parle toujours de celles qui travaillent, mais c'est intéressant de voir que celles qui sont au foyer, il y a eu un sondage en 98 disant que 6 femmes au foyer sur 10 voudraient travailler. Donc il faut aussi penser que... il y a cette facette-là aussi. Oui, parce que c'est un travail qui est socialement jamais reconnu. Voilà, qui n'est pas reconnu, elles ne sont pas valorisées. Ah, vous faites rien, et voilà. alors que c'est un vrai travail. Elles culpabilisent de ne pas rapporter un salaire de plus, et elles ont aussi leurs problèmes. Alors on va démarrer avec le portrait croisé de 2 femmes. Portrait de femmes, Éric Quintin les a suivis, 2 milieux sociaux très différents, et vous allez voir bien des problèmes en commun. Françoise a 41 ans, c'est une femme très indépendante, elle a un ami, mais pour concilier sa vie professionnelle et sa vie affective, elle a choisi d'habiter seule dans ce petit appartement du 9e arrondissement de Paris. C'est chez moi, c'est le signe de l'indépendance, c'est ma tanière. Je reçois quand même des amis, mais c'est très rare. Françoise est devenue chef d'entreprise dès l'âge de 27 ans. Un autre signe de son indépendance, elle a ouvert un cabinet de recouvrement de créances, une profession où les femmes qui dirigent sont rares. C'était pas un rêve, c'était quelque chose qui était en fait inné. C'est-à-dire que je ne me voyais pas autrement. Donc je peux pas dire j'ai rêvé d'être chef d'entreprise, j'étais faite pour ça. Depuis, sa vie est un véritable marathon. Moi, vous marchez toujours à ce rythme-là? Oui. Je vous ai dit, à partir du moment où j'ai fermé la porte de mon appartement, eh bien le rythme c'est celui-ci. Parce que je suis au bureau, je suis pas souvent assise, alors je bouge tout le temps. Claudette, bonjour. Bon, alors on va attaquer cette nouvelle journée. Quoi de neuf? Françoise revendique son envie de réussir. Faire preuve d'autorité est un moyen pour y parvenir. J'ai déjà laissé un message le 24 février, il ne m'a pas répondu justement, il ne m'a pas rappelé. Alors je veux bien vous relaisser un message, mais j'aimerais que cette fois-ci il me rappelle sans faute. J'ai pas l'impression d'être désagréable, vous me trouvez désagréable? Pas désagréable. Ah bon, mais ferme. Ah, ça c'est possible, oui. Enfin, je pense que ça revient toujours à la même chose, je sais ce que je veux, donc quand on veut quelque chose, eh bien on s'acharne plus à l'obtenir, donc on met plus d'énergie. Enfin, je pense que c'est plutôt une question en effet d'énergie.
Son énergie, Françoise la dépense pour obtenir la vie dont elle rêve. Elle veut tout, mais à sa façon. Elle a programmé chaque étape de sa vie en fonction de ses objectifs. D'abord le travail, plus tard les enfants. Je veux réussir ma vie professionnelle, ma vie privée, ma vie familiale. Seulement, je n'ai pas commencé en même temps que les autres. C'est-à-dire, je n'ai pas fait d'enfant à 20 ans ou à 25 ans. Je ne me suis donc pas mariée. Parce que tout ça, pour moi, ça n'était pas envisageable. J'avais justement trop de choses à faire. Au niveau professionnel, j'avais trop de choses à me prouver en fait à moi-même. D'accord. Tu me laisses un message et je consulterai. Bon, écoute, bon après-midi. Et puis, écoute, à demain. Allez. Au revoir. Je trouve qu'elle est forte et qu'elle sait ce qu'elle veut. Oui, j'ai envie dans ce sens-là, oui. Mais j'envie pas sa vie. Non. Moi-même, j'ai un petit garçon et tout. Non, j'envie pas sa vie. C'est un programme chargé qui attend Françoise. Ça commence au pas de charge par une visite au tribunal des affaires de sécurité sociale. Françoise y siège comme juge 2 mercredis par mois. 2 heures plus tard, elle se dirige vers son syndicat professionnel. Elle va préparer une réunion importante. Je serai un maximum de chefs d'entreprise hommes dans la salle, mais je ne me fais aucun souci. Absolument aucun souci, mais vous les connaissez. Je crois que toutes les femmes avocates qui sont passées, des spécialistes qui sont passés bancaires, ont fait des prestations formidables, donc la vôtre sera bonne. Mais quand on veut tout comme Françoise, il y a une contrepartie, on court après le temps. Pourquoi multiplier les activités comme ça? Vous avez peur du vide? Non, pas peur du vide, peut-être peur de la solitude, peut-être peur de ne plus exister. C'est un moyen aussi d'exister, c'est un moyen de se prouver qu'on existe en fait. Je crois que c'est surtout ça. Bonjour. Vous désirez manger? Non, je n'ai pas le temps, donc je vais juste prendre une eau. Une eau avec du sirop? Non, nature s'il vous plaît, je suis très pressée, merci. Vous déjeunez jamais le midi? Non, je ne déjeune jamais le midi parce que je n'ai pas le temps. Pas le temps. Françoise gère sa vie sentimentale comme sa vie professionnelle. Son compagnon, elle le retrouve uniquement quand son agenda le lui permet. Une exigence que tous les hommes n'acceptent pas. Bon, les hommes qui ont traversé ma vie sont des hommes indépendants. C'est l'obligation. Ça ne peut pas être un homme qui est possessif, qui est jaloux. Alors là, le pauvre, il va être mortifié. Bon, et puis alors moi, je ne supporterai pas. C'est-à-dire que ça ne durera pas 24 heures. Je sais que je fais peur. Il y a des hommes qui ont peur. J'ai eu des comportements d'hommes devant moi qui avaient peur. Et c'est vrai que ça me fait mal parce que bon, j'ai pas l'impression d'être un monstre, mais c'est vrai que j'ai rencontré des hommes qui apparemment, je veux dire, étaient amoureux de moi. Je veux dire, bon, ou même que d'autres me le confirmaient parce que bon, vous pouvez avoir une et qui n'osaient pas et qui n'ont jamais osé. Consciente de ne pas toujours être comprise, Françoise en demande pourtant encore plus à la vie. En plus de sa carrière et de sa vie affective, elle s'investit dans une association. Cet après-midi, rencontre avec le président. Parce qu'on aura du monde mercredi soir. Ah, ouais. Moi aussi je suis contente. Super. Je vais avoir besoin de toi. Ah, bah écoute, super. Je suis là pour ça. Dans un monde difficile qui a besoin de rapprocher les hommes entre eux, elle s'implique là-dedans parce qu'elle y croit. Je peux être utile aux autres. Je crois que ça, c'est le moteur de ma vie, oui. Tout à fait. Une soirée de libre, c'est avec ses amis que Françoise va la passer. Un moment rare, mais important. Je vais au restaurant ce soir rejoindre des amis parce que je n'ai pas le temps de faire mes courses. Je n'ai pas le temps de préparer un repas. Alors, le restaurant, c'est le meilleur endroit. Voilà. Bonsoir. Ce soir, au menu de la discussion, les dernières vacances de Françoise sur l'île de la Réunion. 11 jours sans stress, rien du tout. Enfin, vraiment, les réunionnais très très sympas. Mes amis, bon, bah, ce sont eux qui me rechargent en énergie. Je pourrais pas vivre sans eux. Je suis pas sûr qu'on puisse réussir sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie sociale et être toujours sur le devant de la scène, être le meilleur, le ou la meilleure dans tous les secteurs. Je crois pas. Je pense qu'il y a des choses qu'on laisse forcément sur le bord de la route. C'est son travail, ça n'empêche qu'elle a des amis, qu'elle sort, qu'elle aime. Elle est partie en vacances et nous non. Alors vous voyez, elle a un planning terrible. Elle est partie en vacances, elle est partie se faire bronzer et nous on est toujours au boulot. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous aurez des enfants un jour? Peut-être. C'est pas une
fin en moi d'avoir des enfants. Donc, mais oui, je me dis que pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il faut quand même pas que j'attende trop longtemps maintenant. Hein. On devrait changer de vie peut-être, non? Ça, c'est le plus difficile. Je pense plutôt que ça serait mon compagnon de changer de vie, je crois. Je sais pas si moi je pourrais faire un effort quand même, ça c'est vrai. Mais il faudra que ça soit partagé. Je ne serai pas seule à le faire. L'itinéraire de Naïma est très différent de celui de Françoise. Pourtant, cette femme algérienne rêve aussi de tout avoir, de tout partager. Un métier, des amis, une famille. Comme ça, tu pourras bien travailler. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Il y a 3 ans, elle a décidé de quitter son mari. Le genre de vie que je vis ne me correspondait pas. Moi, je suis vraiment comme assez dynamique. J'aime bien, j'ai toujours la pêche, j'aime bien, donc ça freinait un petit peu mes ambitions. Et puis bon, parce que ça m'étouffait un petit peu, parce que c'était un cercle assez renfermé. J'avais besoin de m'épanouir et puis de faire plein de choses. Aujourd'hui, cette femme dynamique vit seule à Montreuil avec ses 3 enfants. Allez. Les enfants, je leur donne comme ça la pêche dès le matin. Allez. La grande, elle me dit, on te branche à 7 h du matin, on te débranche à 11 h du soir. Vous vous plaît ce rythme, Naïma? On va attaquer la journée, il faut. Alors que ses 2 aînés sont déjà partis pour le collège, Naïma va déposer la petite dernière à l'école. Elle se rend ensuite à son travail. Son emploi, Naïma se l'est créé toute seule. Elle a fondé un restaurant associatif baptisé Les Mermitonnes. C'est ici aujourd'hui qu'elle passe la plus grande partie de son temps. Il y en a une qui fait le buffet et l'autre le repas du midi, le chaud. Je l'imaginais peut-être pas, mais je voulais le faire. C'était un rêve, c'est quelque chose que je voulais faire. Depuis qu'elle a pris son destin en main, Naïma ne laisse à personne le soin de diriger sa vie. Elle se découvre même de nouvelles vocations. C'est créer aussi. On continue dans la création d'emplois, création de recettes, création d'un tas de choses. On veut tout et on veut bien. Et c'est vrai que bon, moi j'ai peut-être un défaut. On me dit que c'est un défaut, mais bon, quand je veux faire quelque chose, je veux que ce soit parfait. Avant d'ouvrir son restaurant, Naïma préparait des buffets qu'elle livrait à domicile. Cette activité, elle la poursuit toujours, une façon pour elle d'avoir une vie la plus riche possible. Aujourd'hui comme hier, elle refuse d'être cantonnée à son rôle de mère de famille. Je vis très bien, je veux avoir des amis, je veux sortir, je veux vivre à plein tube comme on dit, quoi. Faut que ça s'arrête juste au boulot, à la famille, il faut un tout pour pouvoir s'épanouir. Mon ex-mari n'était pas très sociable. Voilà. C'est ça en fait que je lui reproche le plus. Moi j'aime bien le contact des gens, j'aime bien accueillir les gens. Aujourd'hui, le restaurant des Mermitonnes rencontre tellement de succès que Naïma se prend à rêver à de nouveaux projets. Donc on va dire 40 personnes. Voilà, ça sera mieux. D'accord. On réussit notre vie professionnelle. On va dans le sens, tout va dans le sens où on veut aller, on avance et puis c'est bien, on concrétise pas mal de choses, on se fait de la clientèle aussi. À côté, il y a un local qui est vide, donc on peut plus tard peut-être investir dans ce sens-là, comme ouvrir un grand lieu et puis ouvrir d'autres emplois et puis aller de l'avant. Je veux faire quelque chose de ma vie, je veux vivre, je veux exister. Je veux mon petit terrain, je veux faire quelque chose et puis être utile pour soi et que pour les autres. Même à la maison, je veux quand même être là parce que les enfants ont besoin de moi. Je veux être utile pour eux, je veux leur apprendre des choses, je veux m'occuper d'eux, c'est ça être... exister. C'est pas que se laisser bercer par la vie, ça. Je trouve pas que c'est exister, moi. 8 mars, journée de la femme, Martine Aubry rend une visite à la toute nouvelle Maison des Femmes, inaugurée à Montreuil. Naïma est là, c'est elle qui a cuisiné le buffet prévu pour cette inauguration. Tu vois comment elle interprète la journée des femmes. Non mais et les Mermitonnes, c'est un restaurant associatif. Bonjour. Je fais le repas.
Personnellement, comment vous y arrivez à tout concilier? Mal. Je le dis simplement mal. Je ne suis pas une superwoman. J'ai beaucoup de mal à concilier ma vie personnelle avec le boulot. Mais heureusement, je ne serai pas toujours numéro 2 du gouvernement et je compte bien me rattraper parce que j'en ai besoin. Voilà. Ça peut-être, non? Pas si simple donc de tout concilier. Sans doute pour ces femmes, le plus difficile est-il encore de faire accepter leur choix par ceux qui leur sont le plus chers. En fait, elle veut énormément de choses, quoi. Elle veut trop, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit... Elle veut trop et elle se donne les moyens pour l'avoir. Mais c'est parfois difficile à vivre. Ouais. En fait, moi, le problème, c'est que quand je la vois toute la journée en train de travailler, elle rentre à la maison, elle travaille encore, ça m'énerve un peu, quoi. Je fais... Mais c'est bon, quoi. Elle travaille trop. Que ce soit à la maison ou dehors. Égoïste, des fois, oui, je me sens parce que je me dis que peut-être je marche par-dessus certaines choses. Et puis, bon, je me dis aussi que c'est pour les enfants, que c'est pour les élever, c'est pour leur donner... enfin, donc, si c'est égoïste, c'est par rapport à un certain ego, une certaine fierté que bon, je trouve dans ce que j'entreprends de faire, et dans la réussite. Ça aurait peut-être échoué, mais bon, j'ai tout mis en œuvre pour que justement ça n'échoue pas. J'ai l'impression que bon, ça va. On va dire que c'est un échec. Lio, une réaction à ce portrait croisé de deux femmes d'aujourd'hui? Oui, ben... Ça me confortait d'une chose que je pensais quand vous m'avez invité et que le titre de l'émission était « Elles veulent tout ». Moi, finalement, j'ai rien demandé. Moi, j'aime bien les paresseux. Je veux la paix. Moi, je préférais ne rien faire, franchement. Donnez-moi un cocotier, une plage, mes enfants autour de moi, un bel homme. Moi, ça me va très très bien. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de rattraper des choses. Tout à l'heure, vous disiez... Il faut compter sur les autres. Moi, je suis bien d'accord. Moi, je trouve que depuis que j'ai des enfants, les producteurs de films, ils doivent accepter que j'arrive une demi-heure en retard de temps en temps. Parce que des enfants, c'est pas un chronomètre. Et que des fois, il y a un problème de ceci, ils ont mal au ventre, il faut faire... Mais vous croyez qu'ils acceptent? Moi, je suis pour la solidarité, vraiment sociale. Elle n'existe pas. Et au plus vous la demandez, et au plus on vous la refuse. Et en plus on vous traite de folle. Donc moi je suis d'accord avec vous. Moi je ne me crois pas du tout le centre de tout pour mes enfants. Mais le fait est que la société m'y oblige. Et jour après jour je me rends compte qu'elle m'y oblige. Mais c'est pas moi qui veux ça. Moi tous les jours je lutte contre ça. Et je me rends compte que Naïma finalement... C'est ça aussi, c'est pas qu'elle veut travailler des heures, mais c'est qu'elle ne voit pas comment faire autrement que de travailler des heures. Et rater sa vie avec son mari, parce que sinon, c'est un étouffement. Mais c'est bien la preuve qu'on est en réaction de quelque chose. Je trouve que ça devrait être beaucoup plus simple, ça ne l'est pas. Lionel Duroy. Oui, je peux dire une chose. On m'entend là? Je oui, très bien. Oui. Après avoir regardé ces deux femmes, je voudrais dire une chose presque à ces femmes d'ailleurs directement. C'est d'une part que leur vie ne me fait pas envie du tout et que j'ai l'impression qu'en fait elles essaient de rattraper un long retard. Et d'autre part, j'ai envie de dire à leur ex-mari ou à leur actuel mari que c'est bien aussi de découvrir le plaisir de s'occuper de ses enfants et de s'occuper de sa maison. Moi, personnellement, je le fais. J'ai la chance, effectivement, d'être écrivain. Et lorsque j'ai fini ma journée de travail, il est 4 heures, il est 5 heures, j'adore recevoir mes enfants qui rentrent de l'école, j'adore leur préparer leur goûter et j'adore leur préparer le dîner. Vous avez été un moment journaliste, vous étiez grand reporter. Alors, vous avez vécu les deux. Voilà. Et votre femme fait quoi? Et ma femme est donc journaliste à Libération. Elle a une vie qui pourrait ressembler à celle de ces femmes, sauf qu'elle ne ressemble pas à ça, parce qu'elle je trouve qu'elle est dans le plaisir de travailler. Et moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai envie de le dire à ces hommes, je suis vraiment dans le plaisir de m'occuper de mes enfants. Mais ça, parce du que luxe, hein, non, mais c'est pas seulement du luxe, parce que sur le plan du travail, je suis par ailleurs comblé. Je pense qu'une journée d'écrivain, c'est 6 heures, c'est 7 heures maximum, et que donc c'est vrai que je ne suis pas du tout dans cette espèce de frustration ou dans cette course contre la montre. Quand j'ai fini ma journée de travail,
En ce qui concerne mon petit égoïsme personnel, je suis comblé, je suis content, comme la première de ces femmes qui dit qu'elle a besoin effectivement du pouvoir, de faire un métier, d'exercer. Le problème, c'est que ça devient une course aberrante là, et qu'en fait, à force peut-être de vouloir conquérir le pouvoir comme les hommes l'ont fait pendant des siècles et avec une bêtise insondable. Ça fait pas un peu avec une bêtise insondable. Ça fait penser un peu au document. Attendez, Corinne Touzé, je trouve pas hallucinant parce que quand je regarde la première de ces femmes, je n'entends que ça. Je parle de la première. On l'a entendu dire qu'elle était heureuse, qu'elle réalisait ses rêves, c'est quand même vachement positif. Je suis désolée. Parlons de la première qui en est à dire qu'elle n'aura même pas d'enfant. Non, mais je vous rejoins. La première femme, j'attendais que vous ayez fini pour le dire. Moi, elle me fait peur cette femme, et je suis une femme, donc je peux réagir peut-être un petit peu moins méchamment que vous. Elle me fait peur parce qu'il n'y a pas de place, elle n'existe pas. Donc elle va de rendez-vous en rendez-vous, et elle va peut-être réussir professionnellement, mais je veux dire, à 50 ans, elle va être très très malheureuse parce qu'elle sera seule. Donc c'est vrai que quand elle a répondu pour les enfants, c'est terrible ce qu'elle a dit. Elle a dit peut-être, mais alors mais peut-être que je ne changerai pas de vie, qu'il faudra que ce soit mon compagnon qui change de vie. Ça, mais pourquoi c'est terrible Mais c'est d'un égoïsme profond. D'abord parce qu'on ne fait pas un enfant pour le poser là quelque part et puis s'en occuper et retourner au boulot. Parce que avoir un mari qui a ces horaires-là, c'est formidable, c'est magnifique pour une femme. C'est-à-dire si monsieur rentre à 5 heures et qu'il s'occupe des enfants et que vous arrivez à 8 heures, les enfants sont heureux, ils vous ont tous les deux le temps qu'il faut, etc. Moi, ce que je voudrais dire, enfin ce que je retiens moi de ces deux films, c'est que finalement, qu'est-ce qui est important pour l'enfant, si enfant il y a, c'est que ou le papa ou la maman, quel qu'il soit qui travaille, se réalise et soit heureux. Il n'est pas beaucoup là. C'est pas grave parce qu'il est heureux et quand il rentre, l'enfant le sent et l'apprécie. Si vous avez effectivement, je sais pas, la première dame, je la connais pas, après tout, j'ai pas à la juger. Si ça se trouve, si elle a des enfants demain, sa vie va être chamboulée. Enfin, je l'espère pour elle, parce que quand on devient maman, on fait des choix différents. Oui, mais ce qui m'amuse, c'est que vous choque sa radicalité quand elle dit « moi je ne changerai pas de vie, ce sera au père de mes enfants à s'adapter », alors que finalement l'inverse est absolument monnaie courante et ne choque personne. C'est-à-dire que quand un homme décide de ne pas renoncer à une promotion, etc., en disant « de toute façon, c'est pas le fait que j'ai des enfants parce que ma femme va s'en occuper », ça commence à choquer, mais pas tellement finalement. Non, mais moi, comme Lio, moi j'ai refusé des films pour rester avec ma fille parce que j'avais pas été là pendant 6-7 mois et que on m'a proposé on me propose un rôle magnifique que j'attends depuis longtemps, puis boum, ça tombe le mois où j'ai dit non, je serai à la maison. Bon, c'est dur, mais je pense que être maman, ça fait partie, c'est un tout, quoi. D'abord, il n'y a pas être maman, diplôme, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, on fait tous des erreurs. Effectivement, je vous rejoins, ça se fait à deux. On doit être entouré et puis se partager les tâches. Mais je me suis étalée. Ce que je voulais dire, c'est que Naïma, elle avait l'air très heureuse de faire ça, et c'est ça qui est important. Françoise de Palafieux sera la J'ai une démarche un tout petit peu différente, peut-être, sur les deux portraits que nous avons vus. C'est-à-dire qu'au fond, aucune des deux ne me choque totalement dès lors qu'elles ont fait leur choix, dès lors que la première femme qui ne correspond pas à ce que je suis moi personnellement, mais dit à un moment, j'ai besoin de me prouver. J'avais besoin de me prouver, donc elle était à la recherche de quelque chose. Et je crois qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, à un moment de se réaliser, de se prouver si c'est ça sa vraie envie. Je trouve que la seule chose qui est finalement très difficile à accepter, c'est d'avoir ce sentiment que l'enfant trinque. Oui. Or là, cette première démarche de cette femme qui est complètement dans la vie active, est relativement cohérente, même si ça n'est pas la mienne, car derrière, il n'y a pas l'enfant qui trinque. Elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Donc c'est son choix personnel qu'elle assume totalement. Puis mon Dieu, sera-t-elle heureuse à 50 ans, à 60 ans? C'est elle qui écrira son histoire, ça n'est pas nous. Elle est complètement responsable de son histoire. Et Naïma, que l'on a vue, elle a ses enfants, elle a choisi, elle, de vivre de manière séparée de son mari. Là aussi, elle a fait son choix. Elle se réalise. Et visiblement, la dernière image qu'on a eue de sa fille, qui est visiblement sa fille aînée, elle dit, bon, alors maman, on la branche à 8 heures, on la débranche à 11 heures du soir, et puis... on a dû vous le dire, ça, dans votre famille, non? Il y avait une sorte de... D'abord, il y avait une affection admirative. Et ça se voyait dans le regard de cet enfant.
Et je me dis, ben, la Naïma en question, elle trime. Mais d'abord, elle a fait son choix. Deuxièmement, elle a l'air heureuse de son choix. Troisièmement, ce sont des femmes qui sont au service des autres. Ça, c'est très important. Chacune à sa manière. Elles ont chacune cette démarche vers les autres et elles en ont besoin. Et puis, quand il y a des enfants, visiblement, ils sont fiers de la mère. Et ça compte beaucoup aussi. Il vaut mieux avoir affaire à un parent dont on est fier parce qu'il reste à la maison ou parce qu'il assume une activité extérieure, plutôt que d'avoir affaire à quelqu'un qui fait une tête d'enterrement du matin au soir, du soir au matin, parce qu'il ne s'est pas réalisé pendant la journée. Alain Soral, je vous présente rapidement votre livre Vers la féminisation est un livre assez violent, je dirais même volontiers provocateur. Et il y a une thèse, finalement, c'est un livre très très violemment anti-féministe, sur le féminisme à la fois militant et puis je dirais le féminisme qui se répand, dont vous accusez les médias d'être totalement à sa solde, etc. Et une des thèses du livre, c'est que ce féminisme-là vient de petites bourgeoises finalement confortablement installées dans la vie et que ce féminisme, finalement, les personnes qui entraînent en premier, c'est pas les hommes, mais c'est les femmes de conditions plus modestes, les employés, les ouvrières. Or, l'un des intérêts de ce premier sujet, c'est justement de montrer qu'à niveau social séparé, ces femmes rencontrent à peu près le même type de problème et que les ponts entre elles sont innombrables. Moi, je voulais faire avec votre thèse. Je voulais faire deux remarques. D'abord, je trouve que le documentaire ressemble un peu au film de propagande soviétique sur les stakhanovistes. Vous voyez, plus on travaille, mieux c'est. Hein, ça gênera personne que les femmes travaillent beaucoup. Hein. Bon, seulement les hommes qui travaillent depuis longtemps, eux rêvent d'arrêter de travailler. C'est parce qu'elles débutent là. Elles seront fatiguées un jour ou l'autre et elles rêveront d'arrêter de travailler. C'est quand même le but de la vie, c'est de travailler le moins possible, je crois. Hein, c'est d'où la lutte des classes d'ailleurs. Et une autre remarque, c'est que moi je voudrais rendre un hommage appuyé à une femme dont on ne parle pas, et qui est la femme qui permet à la femme d'affaires, à la femme politique, voire à la femme artiste d'exister, c'est leur femme de ménage. Hein, c'est celles qui font le ménage pendant qu'elles font des affaires, ou de la politique, ou du spectacle. Parce que c'est ça la réalité qui est occultée, c'est que plus la femme des métiers privilégiés ou spectaculaires s'émancipe, puis elle le fait un peu en douce sur le dos de la femme qui fait et son ménage et le sien, qui s'appelle les femmes des milieux défavorisés. Et ça a toujours existé, ça existera toujours, et c'est toujours la femme qui est occultée. C'est qu'il n'y a pas plus de solidarité du côté des femmes qu'il y a de solidarité du côté des hommes. C'est toujours une femme qui jouit de la vie sur une femme qui jouit beaucoup moins qu'elle, parce qu'elle se tape le boulot hard. Et personne ne me fera croire de ce côté là-bas que ces femmes-là font la poussière, le ménage et la vaisselle. Il n'y a pas ce côté-ci et ce côté là-bas. Je voudrais que vous appeliez mon mari. Appelez mon mari parce qu'hier soir à 8h30, j'étais en train de nettoyer le four, voyez. Patricia, c'est une activité de loisir parce que vous avez les moyens de ne pas le faire. Pour montrer à Soral qu'il n'y a pas un côté et l'autre, Patricia, vous êtes comment on appelle, hôtesse de caisse. Vous travaillez à la caisse d'une grande surface dans le Nord et au mois de février, vous avez fait grève pendant plusieurs jours, une grève dure, à la fois sur des questions liées au temps de travail, mais ce temps de travail était lié aussi à une revendication contre le harcèlement moral dont vous faisiez l'objet, comme si justement le temps qu'on ne vous laissait pas, par exemple, prendre dans la journée pour vaquer un petit peu à vos occupations, à vos besoins, c'était quelque chose qui vous révoltait. Ah oui, tout à fait, parce qu'il nous arrivait d'être 8 heures en caisse et de ne pas pouvoir monter pour aller faire pipi, même pas avoir nos pauses. Donc, quelque part, c'est une pression qu'on nous faisait parce que déjà les pauses, on ne nous les donnait pas du tout. Donc, on ne montait pas parce qu'il fallait servir le client. Donc, on n'avait pas de considération, tout compte fait. Parce que, bon, aller aux toilettes, quand même, c'est un minimum. Même ne serait-ce qu'avoir notre pause de 20 minutes, puisque nous avons 3 minutes par heure, eh ben, on ne l'avait pas. Donc, alors comment ça s'est fait, le ras-le-bol a grandi c'était comme général, ça parce que c'était dans tous les secteurs de l'hypermarché. Donc il y a eu un ras-le-bol général. Tout le monde a décidé de faire grève pour diverses raisons, les augmentations de contrats, les 35 heures, les pauses pipi, etc., etc. Donc ce harcèlement moral que vous dénonciez, c'était aussi une sorte, pour vous, une atteinte à la dignité, dans la mesure où on ne vous considérait pas comme des êtres humains dans votre travail. En tant qu'être humain, quoi. Un chien, on le sort, mais nous, on demande pour monter 2 minutes, c'était non, parce qu'il y avait des clients, parce qu'il fallait les servir. Et votre réaction alors à ce portrait de ces deux femmes et à cette course au temps perpétuelle qu'on a vu mettre en scène? Ben, je pense que c'est bien, chacun fait sa vie comme il veut. Je veux dire, si elles ont comment dirais-je,
Si cette femme a préféré faire sa vie comme ça, sans avoir d'enfants, et puis faire que son travail, pourquoi pas? Et si l'autre dame a décidé de quitter son mari pour pouvoir élever ses enfants et pour pouvoir travailler pour elle-même, pourquoi pas? Moi, je travaille pour mes enfants, j'essaye de concilier les deux, j'y arrive bien tant que mal parce que j'ai des horaires qui finissent à 22h15, donc j'ai 5 enfants, il faut aussi que je m'en occupe. J'ai de la chance d'avoir un mari qui rentre à peu près à l'heure, mais c'est pas évident du tout pour s'en occuper. On avait évoqué dans l'émission sur le droit des femmes les effets pervers de tout ce qui tourne aujourd'hui autour de la réduction du travail et de cette fameuse flexibilité, parce que très souvent c'est finalement les femmes qui en sont les premières victimes dans des rythmes de travail qui ne correspondent plus du tout à l'échafaudage à peu près constitué pour pouvoir sortir, chercher des enfants, ou sortir de la crèche, de l'école, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Avec le micro. Vous voulez réfléchir et me répondre après? Oui, tout à fait, s'il vous plaît. Laurence de Cambronne. Depuis le début de l'émission, on a l'impression qu'il y a les femmes qui travaillent et est-ce qu'elles devraient travailler? La question se pose derrière le discours. Moi, je crois que c'est un discours qui est périmé, c'est un discours d'arrière-garde, ça. La question qui se pose, c'est maintenant, les femmes travaillent, maintenant, il faut adapter les choses, il faut penser aux gardes d'enfants, il faut réduire le temps de travail, 35 heures c'est peut-être bien, peut-être qu'un jour ce sera 32, et c'est ça vers quoi il faut tendre. C'est un aménagement de la vie des femmes, et non pas qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas. Ça c'est fini, elles travaillent. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que elles travaillent, ou pour certaines, elles choisissent de ne pas travailler, à la maison, mais dans une autre forme de travail, on dirait. Il y a quand même 2 fois plus de femmes qui travaillent qu'il y a 30 ans, le nombre de femmes qui travaillent a doublé, donc il faut simplement aménager le temps de travail. Philippe Solers, un commentaire sur ces femmes que vous avez tellement longuement décrites dans un ancien ouvrage. C'est vrai que tout ça fait un peu réaliste socialiste, d'une certaine façon. Mais c'est la vie, hein. C'est la vie. Mais la vie, en effet, comme ça, c'est impressionnant. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le retour du mot exister. Hein, c'est-à-dire, je voudrais exister. Je ferai tout pour exister. C'est très frappant. Mais quand même, on a l'impression que le mot femme est immédiatement branché sur travail en famille. Famille, travail. Travail, famille. Enfant, travail, travail, enfant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une femme alors qu'il n'aurait pas d'enfant et qui aurait le droit à la paresse, en effet, ne ferait rien ou en ferait le moins possible? On a l'impression que cette substance n'a pas le droit à exister, en quelque sorte. Hein, ou il faut absolument, en effet, que les femmes travaillent et fassent des enfants. On ne peut pas la définir autrement. Hein. Donc je crois que ça, c'est quand même très régressif. C'est extraordinaire qu'on ne puisse aborder la question de femmes que par le biais du travail social, du harcèlement morale et sociale sur les femmes qui doivent travailler. Mais bien sûr qu'elles doivent travailler, bien sûr qu'elles doivent s'émanciper. Mais alors quand est-ce qu'elles pourront vivre? C'était le problème de Naïma la dernière, qui était tout à fait magnifique. Elle quitte son mari, qui une fois qu'elle a eu ses 3 enfants, visiblement ne lui convient plus. Ensuite elle fait son restaurant, c'est magnifique, ce travail. Cette femme est belle en plus. Mais alors quand est-ce qu'elle va pouvoir vivre enfin, hein, avoir des amis, avoir une autre vie? Elle vit là. Oui, mais ça ne lui suffit pas. Elle veut bien être utile. Vous avez dit que ces femmes veulent être utiles, mais elle veut bien être utile. Mais quand est-ce qu'enfin elle va avoir une vie? Puis alors qu'elle nous raconte cette vie qui pourrait être alors autre chose que les interroger uniquement sur leur travail. De même, la première, moi, me paraît très bien. Hein, quand elle dit que... Mais en même temps, elle n'a pas le 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 temps. Qu'est-ce que c'est? Alors elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas devant son problème. Qu'est-ce que c'est que ce masochisme, enfin, dont il faudrait essayer de sortir, par une liberté supérieure qui consiste à se donner pas le temps, à faire qu'on n'ait plus le temps uniquement pour dire qu'on s'est prouvé qu'on a existé dans la journée. Oui, mais enfin, l'héroïne de votre dernier roman, c'est une avocate, c'est-à-dire que vous prenez aussi des cas de figure de métiers qui laissent le temps à l'amour, à écouter Mozart, Glenn Gould, jouant Bach, etc. Ah oui, mais j'essaye de parler de ce qui se fait en plus du travail et éventuellement de l'assignation à domicile pour les enfants. C'est-à-dire que je crois qu'il faut essayer, enfin j'essaye du moins de dire que on peut parler des femmes autrement
qu'en les montrant uniquement sous l'angle de la procréation, de la reproduction de l'espèce, ou bien alors du travail. Voilà, travail, enfant, travail, enfant. Vous voyez, il me semble qu'il ne faudrait pas être trop abstrait sur le travail, parce qu'il y a travail et travail. Les femmes des milieux, on va dire, moins favorisés, font des travaux qui sont souvent mal payés et pas très valorisants, et leur rêve, souvent, c'est de travailler un peu moins. Alors quand on fait un travail très valorisant et très bien payé, on adore ça et on comprend pas. C'était comme Chaban-Delmas qui disait, mais moi je comprends pas les gens qui veulent arrêter de travailler. S'il avait passé une semaine à la mine, il comprendrait pourquoi il y a des gens qui avaient envie de travailler et pas de continuer à faire les guignols jusqu'à 80 ans, parce que lui, il était maire de Bordeaux, vous voyez. Et il faudrait un peu comprendre que le travail des gens des milieux favorisés est un travail valorisant et les femmes adorent le faire. Hein. C'est bien de s'occuper des parcs et jardins de la ville de Paris, mais quand on est caissière chez Auchan, c'est dur. C'est une autre question. Et souvent, les femmes des milieux peu favorisés aimeraient arrêter de travailler, mais elles peuvent pas. C'est la différence. François Banafieux, donc vous avez été mise en cause, une réaction rapide. Je voudrais juste dire quelque chose. D'abord, demandez à une femme ce qu'elle en pense. Si demain, vous avez dit quelles étaient vos conditions de travail, elles sont difficiles, vous vous êtes révolté, vous êtes mise en grève pour obtenir d'autres conditions de travail. On vous dit demain, eh bien écoutez madame, c'est très bien, vous pliez les bagages, on vous donne la possibilité de ne plus du tout travailler. Vous restez chez vous là, vous restez chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites oui, vous dites non? Je dis non, je reste pas chez moi, parce que j'ai envie de travailler. Et voilà. Et j'arrive. C'est Soral qu'il faut dire ça. Et voilà. Non, mais j'arrive là au point essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que ce qui a été dit est vrai, et nous sommes peut-être responsables de cela. La vie est faite de telle manière, et nos enfants et nos filles nous voient vivre d'une telle manière qu'au fond, si elles ne rejettent pas complètement l'image de la mère et l'image familiale, elles ont envie, elles aussi, plus tard, pour la plupart d'entre elles, d'avoir une vie professionnelle. Et elles ont en plus compris que leur meilleur allié dans cette affaire, c'est leur père ou leur frère. Ça, c'est très important. Et il y a eu une vraie révolution qui a été faite dans ce domaine. Et vous la sentez de votre génération Et dans le fond, aujourd'hui, ces filles, c'est vrai, elles ont envie, nos filles qui ont 20, 22, 24 ans, elles ont envie d'avoir leur vie personnelle, affective, qu'elles mènent à leur manière, différente de la nôtre. Mais pour beaucoup d'entre elles, elles ne se voient pas n'ayant pas de vie professionnelle. Et ce qu'il faut, c'est essayer d'aménager les choses de telle sorte qu'elles puissent combiner les deux avec le moins de sentiments de culpabilité possible, en ayant bien en tête qu'il faut absolument qu'elles puissent mener leur vie affective au bout, quelle que soit la manière dont elles le mènent, parce que sans même parler de sentiments, il en va de la survie de notre société. Donc, à nous de faire l'effort d'adapter la société pour qu'elle puisse s'accomplir complètement. Alors il y a des métiers dont les rythmes sont encore plus difficiles que d'autres. C'est le cas de commissaire de police, puisque Madame la commissaire est sur le plateau. On l'a suivie dans son quotidien à la fois professionnel et familial. C'est un reportage de Virginie Ledoux. On continue après. Cette femme pourrait être l'héroïne d'une série de télévision. Commissaire Dominique Lasserre est également maman de 2 jumeaux, un petit garçon et une petite fille de 3 ans. Le métier de Dominique est très prenant. À 37 ans, elle est commissaire depuis 14 ans et fait partie des rares commissaires femmes. Dominique s'occupe entre autres de la sécurité du Parc des Princes. Cette femme de tête dirige 60 hommes. Pas toujours facile de concilier une vie privée avec une vie professionnelle si intense. Tout commence à 6 h du matin. Dominique est déjà au travail, comme l'autorise la loi. C'est à partir de cette heure très matinale qu'ont lieu les interpellations. Les jumeaux, eux, dorment encore. Leur papa est resté à la maison. Quant à Dominique, la voilà au premier rang avec son équipe. Vous êtes placé en garde à vue. Vous avez une pièce d'identité à nous présenter. Après avoir arrêté le suspect dans son lit, Dominique, toujours sur le pied de guerre, procède aux fouilles de la chambre. Il semblerait que vous soyez le tenteur d'une arme. Le suspect menotté indique à Dominique la cache de l'arme. Bilan de la fouille, l'arme dans la mallette, une belle somme d'argent liquide et des bijoux. L'interpellation est maintenant terminée. Dominique revient au commissariat accompagné de ses hommes. Il est 7 h du matin. Pendant ce temps à la maison, c'est Philippe, son mari, qui réveille les jumeaux et s'occupe du petit déjeuner. C'est aussi lui qui attendra l'arrivée de la nounou. Pendant ce temps, Dominique procède à l'interrogatoire du suspect. En général, pour les interpellations, c'est souvent à 6 h du matin, sachant que les délinquants le savent et donc ils quittent leur domicile à 6 h, donc il faut les cueillir à la sortie du domicile.
Vous ressentez parfois un petit peu le danger? Oui, moi je suis comme mon équipe. Hein. Je peux éprouver un certain stress lorsque j'interviens avec eux, mais bon, il faut vivre avec, et puis il faut un peu l'apprivoiser, et puis avec le temps, avec l'expérience, on arrive à le maîtriser. J'adore mon métier, j'essaie de le faire le mieux possible, mais bon, c'est vrai que ce métier est très particulier, il faut l'aimer pour le faire. Son métier, Dominique l'aime, au point de lui consacrer 12 heures par jour, un samedi sur 3, un dimanche et une nuit par mois, sans compter les impondérables, puisque le commissariat est ouvert 24 heures sur 24. Dominique s'est changée, comme tous les jours, elle porte l'uniforme. Il est 7h30, l'heure de la première réunion. C'est le point des affaires de la nuit. On va faire le briefing. Vous descendez dans mon bureau. Vous avez appelé à propos pour l'exhibition sexuelle, le parquet? C'est pas moi, c'est lui. D'accord, ben vous descendez, on le fait tout de suite. Ici, les hommes obéissent à Dominique. Alors, je vous ai demandé de nous réunir pour faire le point sur les affaires que nous avons en portefeuille et qui ont débuté cette nuit. Alors, je crois qu'il y a 2 gardes à vue pour exhibition sexuelle et 3 gardes à vue pour vol en réunion. Dominique a 2 hommes à la maison, ajoutez à cela 60 hommes au commissariat. C'est vous, c'est vrai, c'est mon équipe, c'est mes mecs, quoi, c'est mes hommes. Mais bon, ça peut prêter aussi à confusion, donc je préfère un peu dire mes fonctionnaires, même si je pense intérieurement que c'est vraiment un peu mes mecs, quoi. Pour diriger tous ces hommes, le commissaire doit se faire respecter. Une femme, elle a un certain sens du contact, du dialogue, même pour la gestion de son équipe, et c'est un avantage, un gros avantage. Voilà, ce qui n'empêche pas qu'on doit faire preuve parfois d'autorité. Elle est dure parfois? Non. Ça va. Elle sait gérer les mauvais caractères de certaines personnes de service, et moi en particulier. Ah bon? On s'entend bien. Il n'y a pas de problème du tout. Il faut que je fasse preuve de diplomatie, quelquefois. Mais ça aussi, c'est mon travail. Son travail, elle y passe plus de temps que chez elle. C'est un peu votre famille ici? Ah oui, c'est ma seconde famille, parce que je vis quasiment plus avec eux qu'avec mon mari et mes enfants, hein, parce que je suis là de 8h le matin jusqu'à 19, 20h, 21h le soir, et il faut qu'ils me supportent, hein. Peut-être plus même que mon mari. Mais on vous supporte sans problème. Hein. Dans ce métier plutôt réservé aux hommes, la vie de cette femme qui veut tout concilier fait l'admiration de ses pairs. C'est vraiment pas facile, hein, d'autant que dans le métier que nous avons, les horaires sont atypiques et qu'il faut un équilibre à la maison de façon à répartir les tâches. C'est vrai que en fait c'est 2 métiers, hein, puisqu'il y a le métier de commissaire et le métier de mère de famille et d'épouse. Est-ce que la vie familiale parfois de Madame Lasserre empiète un petit peu sur sa vie professionnelle? Non, et en ce qui la concerne, non, et d'ailleurs je me pose des questions, parce que je me dis qu'elle arrive à faire une scission totale entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Ouais. La vie professionnelle, à mon avis, doit empiéter sur sa vie privée, largement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être un peu vrai. Et mon époux a vraiment beaucoup de patience. Quand elle part à 21h30 ou 22h, je pense que c'est difficile parce qu'elle ne voit pas souvent ses enfants. Ce sacrifice, Dominique en est consciente. Effectivement, je veux dire, mes enfants, quand je rentre tard le soir, par exemple, ils sont couchés, je ne les vois pas. Effectivement, quelque part, je peux avoir le sentiment un peu de passer à côté de leur... voyez, ils grandissent un peu sans que je les vois, mais finalement, c'est ma vie. Ils me voient passionnée par mon métier, je vais à la maison, je m'occupe d'eux, je repars. Donc tout ça, ils l'ont intégré et ils semblent s'en accommoder fort bien. Ce qui compte plus, à mon avis, c'est la qualité des moments que je passe avec eux, plus que la quantité. Parce qu'il y a la nounou chez moi, ils connaissent cette nourrice depuis leur naissance. Elle s'en occupe depuis maintenant 3 ans. Et finalement, bon, c'est une seconde maman pour eux. Donc moi, je passe des moments privilégiés avec eux, aussi bien le week-end que pendant mes vacances. Donc ils sont habitués, ils trouvent ça normal pour eux. Puis ça les amuse que leur maman aille arrêter les voleurs, donc ils sont contents. Ils le disent le matin quand je m'en vais. Jongler entre 2 vies et 2 emplois du temps ne fait pas toujours l'unanimité chez ses collègues masculins. Vous aimeriez avoir une femme commissaire? Une femme, ben non, je crois pas, non. Madame Lasserre se donne tellement à 100% dans son job que je me dirais qu'il n'y a pas grand-chose ou il y a beaucoup moins pour la vie privée ou la vie familiale.
Quant à Philippe, son mari, il apprécie que sa femme ait un travail très prenant, même si cela empiète sur le temps consacré à sa vie familiale. J'avoue que ça ne me gêne pas du tout souvent d'être le mari de la commissaire, au contraire, ça m'amuse. Et bon, des fois ça m'inquiète un petit peu quand elle est vraiment sur le terrain, surtout la nuit où je sais qu'elle est un peu plus exposée. Je dors pas toujours très bien à ces moments-là, mais sinon, moi j'en suis ravi, puis je découvre avec elle un monde, c'est vrai, un peu particulier. Retour au commissariat, pendant ce temps, Dominique court toujours. Et monsieur qui s'est exhibé? Oui, allez. Allez vous signer la fin de garde à vue. La fin de garde à vue. Donc la procédure va être transmise? Oui, va être transmise au parquet. Et je vous conseille pas de revenir dans ce coin-là, hein. Dominique veut tout et elle ne se voit surtout pas arrêter de travailler. Elle nous explique pourquoi. Parce que je crois que je m'ennuierai à la maison et l'ambiance familiale s'en ressentirait. Donc non, pour mon équilibre personnel. Et puis mon mari, de toute façon, serait opposé, je pense, à ce que j'arrête mon travail. Parce que quelque part, il est assez fier d'avoir une femme commissaire de police. Entre deux rendez-vous, la femme commissaire de police surbookée remplit utilement ses minutes de déjeuner. Quand on veut tout concilier, il n'y a pas une seconde à perdre. Eh bien, je profite de la moindre occasion dans la journée pour pouvoir faire mes courses. Donc, c'est le midi, entre midi et 2, ou alors après 19h. Donc, comme ce petit supermarché est à côté de mon service, j'en profite pour venir faire mes courses rapidement avant de rentrer à mon domicile. Voilà. L'organisation, le maître mot chez Dominique, pour réussir à tout faire. À l'hôpital où j'ai accouché, ils m'ont appris à mettre sur pied une organisation très costaud. Pour ne pas être débordée. Et effectivement, après je l'ai calqué, j'ai calqué cette organisation chez moi, à mon domicile. Et bon, comme je suis en plus quelqu'un d'assez organisé, je suis parvenue à concilier et ma vie professionnelle et ma vie de mère de famille. Retour rapide au commissariat, Dominique prend quand même le temps d'une pause coquetterie. On peut tout vouloir et rester jolie. Vous restez féministe? Oui, j'essaie. Hein. C'est pas parce que je suis commissaire de police que je n'en reste pas moi une femme. Et donc j'essaie de garder toute ma féminité, ce qui n'est pas incompatible avec ma fonction de commissaire de police. Et maintenant, je vais prendre mon arme à feu, puisque c'est une obligation de nous déplacer avec notre arme. Dominique fait un métier d'homme, mais elle sait aussi apprécier la galanterie. J'aime bien être conduite, j'aime conduire modérément, donc c'est bien, quoi. Je me laisse conduire par mes fonctionnaires qui, eux, aiment bien, je crois. Oui, très sympa, ça va. J'ai pas à me plaindre. C'est pire peut-être ailleurs. Le commissaire doit maintenant foncer, voir une autre partie de ces hommes à la brigade anticriminalité. Aucune minute de répit. D'abord, je tenais un peu à faire le point avec vous sur votre activité depuis le début de l'année. Je tiens à vous féliciter parce que les résultats de votre unité sont bons depuis le début. Dominique félicite ses hommes. De son côté, à la maison, c'est Philippe qui s'occupe des enfants. Contrairement à Dominique, il a mis sa carrière entre parenthèses. Il est ingénieur à domicile. Je travaille essentiellement par téléphone, de temps en temps à la maison. Et puis ma société me laisse très indépendante sur mes horaires. À partir du moment où je remplis mes objectifs, elle me laisse gérer complètement à ma guise quand j'arrive le matin et quand je repars le soir. J'attends le matin que la nounou vienne et c'est moi qui la relaie le soir. De toute manière, avec des jumeaux, je dirais, il n'y a pas le choix. Il faut que les deux mettent la main à la tâche parce que sinon on ne s'en sort pas. Donc quand elle a repris son travail après son arrêt de maternité, je dirais que ça s'est fait tout naturellement. J'étais déjà tout à fait habitué. Mais même avec un mari qui les aide, certaines femmes ne veulent pourtant pas tout concilier. J'ai pas envie de sacrifier ma vie privée. Je préfère rester gardien et avoir une vie privée que de passer les échelons et de consacrer beaucoup plus de temps à ma vie professionnelle qu'à ma vie privée. Une vie privée, le commissaire en a quand même une, même s'il ne lui reste plus beaucoup de temps de libre dans une journée. Allez, hop. Nicolas, oui. Allez. Il est timide, Nicolas. Tu sais que je fais goûter, moi? Je vais goûter Nicolas, mon petit garçon. D'accord? Allez. Dominique oublie son métier trépidant. Ah oui, là, j'ai repris mon rôle de maman. J'essaie un peu de faire le vide dans ma tête parce qu'effectivement, il ne faut pas trop empiéter. La vie privée est unique. Il ne faut pas trop penser à sa vie professionnelle quand on est chez soi. Malgré l'emploi du temps surchargé de Dominique, le couple arrive finalement à tout concilier. Le soir, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une rupture. Voilà. Et quand elle fait le parc des Princes, je l'attends pour manger.
Donc elle rentre à minuit après le service d'ordre, et puis on mange à ce moment-là tous les deux ensemble. On se couche tard, mais au moins on a passé le repas ensemble. On a pu mener une vie de couple quasi normale à ce moment-là, même si c'est plus tard le soir. Puis on se réserve quelques vacances en amoureux, en laissant nos enfants à mes parents ou à mes beaux-parents, ce qui nous permet de nous retrouver un peu seuls, sans toutes les contraintes ni du travail, ni de la vie quotidienne. Donc finalement, on a une vie finalement assez équilibrée. Dominique Lasserre, bonsoir et merci d'avoir accepté d'être suivi comme ça dans votre métier et dans votre famille. Ce qui m'a frappé dans le reportage, c'est au moment où on demande à vos hommes s'ils aiment, à vos hommes au sens à vos subordonnés, s'ils aimeraient avoir une femme commissaire, et quand même la réponse est unanimement non, quoi. Oui, bon. Et on ne sait pas si c'est valorisant pour vous ou si c'est une crainte qu'ils ont que ce soit possible un jour. Non, je crois pas en fait. Bon, on travaille ensemble, ils me connaissent. Je suis, c'est vrai, je leur demande beaucoup, mais bon, c'est pour ça qu'ils ont répondu ça. Je pense que. Oui, mais comment vous expliquez que l'idée que leur propre femme puisse être comme vous est quelque chose qui les effraie visiblement? Oui, oui, ça les effraie. Oui, peut-être, ça les amuse aussi un peu. Je veux dire, moi, ce que je veux, c'est saner ma vie, si vous voulez. Bon, eux, ils ont répondu ça, mais d'un autre côté, j'ai ma vie privée, ma vie professionnelle, ils me connaissent, on travaille depuis longtemps ensemble, donc... Ils n'ont pas osé dire oui. Parce que ça aurait créé une atmosphère de trouble. Bien sûr, on aimerait l'avoir comme femme. Ils ne sont pas là pour dire ça, ce sont des fonctionnaires. Il y a un arrière-plan érotique qui a échappé à personne. Bon, on va se satisfaire de cette explication. Moi, je voudrais intervenir sur la question de l'érotisme, parce que je trouve que depuis qu'on a commencé cette émission, le couple arrive seulement maintenant. C'est quand même bizarre, parce qu'au départ, ça commence par un homme et une femme, l'histoire. Le couple au travail. Et encore par le travail. Le travail au sens non érotique du terme. Et quand on voit ces femmes et qu'on a l'air de dire, enfin comme le titre de votre émission, elles veulent tout, hein, comme si c'était un reproche. Moi je trouve ça... Ça peut être admiratif aussi. Oui, mais moi je trouve ça très encourageant pour l'avenir des femmes, des hommes et des enfants, quand les femmes veulent tout. Parce que quand elles disent « je veux tout », elles veulent dire « je voudrais pouvoir vivre de façon relative ». Ça débarrasse les femmes de ce carcan de la toute-mère. Quand une femme dit « je veux pouvoir vivre une vie de couple avec un homme, élever des enfants et travailler », ça veut dire qu'elles ne veulent plus endosser cette sacralisation de la maternité comme voie royale d'épanouissement personnel, et qu'elles disent « je serai une mère relative et à côté de ça, je veux rester à vivre avec un homme quelque chose qui vaille. Oui, on n'est pas obligé d'être marié d'ailleurs. Et avoir des enfants avec des hommes. Hein. C'est quand même très dommage qu'une femme qui a besoin d'exister comme Naïma tout à l'heure ait été obligée de laisser en route le mari. Et voilà. Mais on ne parle pas encore de l'amant qu'elle pourrait avoir, mais qu'on lui souhaite. En tous les cas, ça n'est pas nocif. Car le problème de l'amant n'est pas encore posé. Oui, non, mais enfin, c'est vrai qu'il y a un côté scénario de film érotique. Allez, on parlait de la mère, la sacralisation par la mère. Là, non, de la mère. Non, mais moi je parle de la sacralisation par la mère. Pourquoi l'homme respecte la femme? D'abord parce qu'elle est sa mère, et parce qu'il a une mère. Plus la femme joue à l'homme, plus il y a un problème j'ai entendu beaucoup de gens rire en voyant le reportage, ça fait beaucoup rire et c'est pas innocent. C'est que moi ça me fait un peu rigoler tout ça, quoi. Et moi je rigole pas quand je pense à ma mère, vous voyez. Et il y a une désacralisation de la femme par un certain refus idéologique de la mère, justement. La typologie de la pétasse, etc., c'est en effet une désacralisation. Ça nous fait rire nous, mais les Américains ça les fait presque pleurer maintenant, hein. Ils ont 20 ans d'avance sur nous, quoi. Mais pourquoi vous êtes si effrayé par ce mouvement-là? On a vraiment l'impression que... Allez voir American Beauty, c'est un film qui l'explique assez bien par la métaphore. Répondez-vous. Parce que d'abord, toute l'humanité est fondée sur la différence des sexes, et plus on voit que les femmes essayent d'être des hommes pour exister, ce qui veut dire qu'en fait elles pensaient qu'en tant que femmes elles n'existaient pas. Ce qui est carrément un refus de soi. Hein. Ça développe en tant que femme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la maternité, le maternage, la séduction, parce qu'on en parle très peu de ça, la femme fatale, parce que là je vois que le mari de madame, excusez-moi, mais on est à la limite de créer une personnalité qui s'appellerait l'homme-objet, qui attendrait
qui serait donc devenu plus intelligent qu'une femme, c'est-à-dire que l'homme entretenu. Et moi, ça a toujours été mon rêve d'être un homme entretenu. Là, je suis pas d'accord du tout. Je dois vous arrêter tout de suite. Non mais moi, je vous le fais sur le plateau, c'était prévu. Attendez, je voudrais prendre le mari de la commissaire. Voilà, le mari est là, il existe un petit peu aussi. Il s'appelle Monsieur Lasserre. Ouais. Non, même pas. Non, justement, j'ai un nom différent, puisqu'elle a gardé son nom de jeune fille. Alors dites votre nom, c'est voilà, le mari de la commissaire. Voilà, donc je m'appelle Philippe Coussy. Vous êtes le mari de la commissaire. Hein, c'est vrai que j'ai un métier qui n'est pas aussi médiatique que celui de ma femme. Donc il est évident qu'il n'y a jamais eu de série télévisée sur les informaticiens. Donc moi ça m'amuse beaucoup. On voit, quand je me présente quelque part, je dis ma femme est commissaire, c'est un pôle d'intérêt. Ça c'est un point, on ne peut pas le négliger. Je l'assume très bien, c'est amusant même. Je me retrouve ici, je ne me serais jamais retrouvé ici sans le travail de ma femme. Oui, on va sur l'homme entretenu, c'est ça. Ensuite je ne suis pas entretenu, je suis mieux payé que ma femme. Bon, c'est un fait. Ensuite je travaille, je n'ai pas du tout sacrifié ma carrière. J'ai fait des choix. C'est-à-dire que hier, j'ai fait 400 km pour voir un client, je ne peux pas le faire tous les jours. C'est clair. La technologie permet de travailler plus par téléphone, à domicile, etc. Ça, c'est un deuxième fait. Ensuite, on a vu les inspecteurs qui disaient « oui, je ne voudrais pas être marié avec elle ». Et je les comprends, ils ne la connaissent pas. Ils connaissent la femme commissaire. Encore heureux, quand elle rentre à la maison, c'est une autre. Sinon, je ne l'aurais pas épousée. Alors, il y avait de vives réactions. Merci de cette intervention. Lionel Duroy. Oui, j'aurais voulu quand même là, en fait, prendre le contre-pied de ce que dit mon confrère, et en l'occurrence défendre les femmes. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de sensualité encore, et c'est dommage. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que tout ce mouvement de travail, et j'étais un peu horrifié par le premier reportage tout à l'heure sur les femmes, mais tout ce mouvement qui fait qu'aujourd'hui les femmes travaillent, sont effectivement des créatrices, sont vraiment dans la vie active, ça a complètement changé aussi les rapports amoureux. Et aujourd'hui, à l'intérieur des couples, ce sont bien souvent en fait les femmes qui sont le plus exigeantes sur cette affaire de désir, qui moi me passionne parce que j'écris dessus, mais ce sont maintenant et très souvent les femmes qui disent « je trouve que dans mon couple, en fait, il n'y a plus de désir, mon couple est en train de crever », et ça a complètement changé les mentalités, parce que ce sont souvent en fait les femmes qui partent les premières. Alors qu'autrefois, et il y a encore jusqu'à 10 ans, l'homme se contentait d'un couple très médiocre, bien souvent il allait même voir ailleurs, la femme au foyer était quelqu'un de très soumis. Je trouve que ce qui est nouveau en fait dans l'activité des femmes, c'est qu'effectivement elles ont ce volontarisme, y compris à l'intérieur du couple, de dire quand ça ne va pas, on casse. Et ça, dans votre roman trois couples en quête d'orage, c'est vrai que ce sont les femmes qui sont les opérateurs finalement de la destruction, ou plus exactement, voyant le quotidien ravager un peu ce qui a été une passion amoureuse, décident de ne pas rentrer dans ce compromis-là. Et les hommes sont beaucoup plus lâches. Oui, je les trouve moteurs en fait, comme si en fait elles avaient beaucoup plus d'exigences et que les hommes, héritant d'un long passé, d'une certaine facilité, aussi bien dans le couple que dans le monde du travail, que dans l'égoïsme, etc., n'avaient pas du tout cette exigence. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé les rapports à l'intérieur des couples. Ce sont souvent les femmes, en fait, qui sont moteurs et qui prennent l'initiative de rompre et de casser. Et donc, tout ça, ça va être effectivement, pour les hommes, une façon de réapprendre une autre vie. Moi, j'ai écrit, en fait, c'est vrai, sur 5 ou 6 couples comme ça à l'intérieur de ce roman, parce que ça m'intéresse énormément d'écrire sur l'intimité à l'intérieur des couples et de voir comment les gens peu à peu bougent en se trouvant confrontés à des situations très difficiles. Et je trouve, donc c'est pour ça que j'avais un peu envie qu'on parle aussi de sensualité ce soir et de désir, et pas seulement de travail, parce que le travail c'est bien, mais je trouve que ces femmes qu'on a vues au début, en fait, ne donnent pas envie de travailler, quoi, parce qu'elles nous cassent la vie, elles cassent tout. C'est complètement aberrant, alors qu'on parle des 35 heures, de ne pas parler du bonheur, quoi. On est bien, on est content de s'aimer, on devrait avoir plus de temps pour s'aimer, pour se tirer. Et on voit tout d'un coup des femmes qui sont des folles de boulot. Quoi. Mais ça rime à rien ce truc. Mais non, moi ça rime à rien. Mais vraiment, c'est pour ça que je reprends. Moi, mon ambition ultime, c'est d'en faire le moins possible et de gagner très bien ma vie. Mais ça, c'est clair et net. Et je pense que ça, c'est la base de tout le monde. Madame, elle dit qu'elle veut travailler, mais vous seriez d'accord quand même de travailler que 5 heures par jour pour 2 fois votre salaire. Ben voilà. Merci, merci. Non, mais c'est vrai. Et dans c'est ce que j'avais voulu dire, merci. Mais écoute, ça va. Toi, il y a un fatras de choses. Ce
que je retiens de ce de ce que vous avez dit, excusez-moi, parce que je suppose que quand même le caniveau, vous le balayez pas vous-même, donc il y a des éboueurs, vous en profitez comme tout le monde. Il y a des éboueurs, oui. Bon, il y a plein de choses comme ça, vous dites un tas de trucs, des fois des trucs hyper intéressants. C'est vrai que les gens qui ont des travails pas valorisants, ils veulent travailler moins, mais moi j'ai un travail valorisant et je veux aussi en faire moins encore parce que j'aime la paresse et j'aime rêver et j'aime faire l'amour et bouffer et être avec mes gosses parce qu'ils me font rire. Voilà, et si je pouvais trouver un homme, partager mon temps, c'est pas super. Corinne Touzé. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure qui est quand même important, c'est, bon, on est là pour parler des femmes, d'accord, mais ce qu'on constate, c'est quand même qu'on a, enfin, toutes, je ne sais pas, mais il y a le reportage, enfin, l'interview de monsieur, moi, je le trouve absolument adorable et craquant. Bon, madame la commissaire est heureuse. Bon, effectivement, ça me rassure aussi parce que dans la femme d'honneur, je fais pas trop de bêtises finalement quand je vous vois. Je trouve ça pas mal. Bon. Bien que ce soit une gendarme. Bien que ce soit une gendarme. Oui, mais bon, la tôle, l'uniforme, la façon dont elle parle à ses hommes, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, je fais pas trop de bêtises. Bon, non, ce que je voulais dire, c'est que donc, il y a maintenant aussi, donc les femmes qui travaillent, mais il y a aussi des hommes qui acceptent de pouponner, de langer, d'aller faire les courses, de donner à manger avec plaisir. Donc, il faut quand même qu'on leur dise toutes merci. Parce qu'ils existent à côté de nous, ils nous laissent travailler, réussir, faire ce qu'on a envie. On les aime aussi, rassurez-vous, on a toujours le temps de faire l'amour et de mettre des froufrous et des dentelles et des... Voilà. Donc ça, ceci n'empêche pas cela. C'est à Soral qu'il faut le dire parce qu'il est très inquiet de ça. Hein. Non, mais ça serait bien qu'il arrête de ranger tout dans des tiroirs parce que je trouve ça assez sclérosant. Je trouve ça assez sclérosant comme discours. Et en plus, très démodé. Je trouve votre discours, mais totalement démodé. Je suis très content d'être démodé, très content. Mais bon, donc il y a des hommes qui sont heureux de vivre avec des femmes comme nous et qui assument et qui s'éclatent à donner le biberon, etc. etc. Bon, la génération de mes parents, je sais que c'est des gens qui n'avaient jamais mis une couche à un bébé. Bon, ben, nous, maintenant, on aime travailler, puis il y a des hommes qui sont épanouis de vivre comme ça. Françoise Banafieux, Philippe Solers après. Je voudrais faire un tout petit retour en arrière. C'est vrai que nous sommes la première génération qui n'a pas vécu la guerre. Et auparavant, bien sûr, l'homme était un guerrier, il devait aller défendre les frontières, et la femme, elle, restait à la maison, transmettait les valeurs, assurait éventuellement la petite entreprise familiale, en attendant que l'homme revienne du front, et à ce moment-là, il reprenait sa vie dans la famille. À cheval. Mais l'homme était plutôt guerrier, et la femme était plutôt genre gardienne de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre en paix. Et aujourd'hui, ces hommes, auxquels on ne demande plus d'être des guerriers, et c'est tant mieux, ont récupéré des valeurs qui étaient des valeurs traditionnellement dévolues aux femmes. Et aujourd'hui, nous avons affaire à des hommes qui revendiquent, et c'est bien comme ça, toute leur place, notamment dans l'éducation de leurs enfants. C'est très très net, par exemple, dans le cadre de familles qui sont amenées, de par leur existence, à éclater. Et l'on voit aujourd'hui des hommes qui sont prêts à se battre, vraiment, pour assurer avoir toute leur place dans l'éducation de leurs enfants, même s'ils sont amenés à être séparés, à vivre en famille séparée. Et ça, c'est assez nouveau comme système, et comme réaction, comme réflexe. Je crois que c'est bien. Parce que finalement, un enfant a besoin à la fois de l'autorité masculine et de l'autorité féminine pour pouvoir bien se situer dans l'existence. Et j'ai trouvé que ce film était très intéressant parce que cela nous montrait, c'est pas parce qu'ils sont là aujourd'hui parmi nous que je le dis, mais parce que ça nous montrait un couple qui vivait véritablement en harmonie. C'est-à-dire qu'ils sont fiers l'un de l'autre. Et il n'y a pas de tâches bêtes ou de tâches mesquines et de tâches valorisantes. Il y a un juste partage des rôles et des tâches où visiblement chacun se retrouve bien. Puis elle a quand même eu le temps de faire les courses et de remplir le lave-vaisselle. Hein. Non, c'est pour. Ça fait plus de travail. C'est très important ça, je crois. Oui, je crois que en fait nos deux vies ne sont pas vous voyez, ne doivent pas s'opposer. En fait, j'adore mon métier. Je me suis battue pour devenir commissaire de police. Quand j'ai eu mes enfants, il n'était absolument pas question que j'arrête de travailler. Donc en fait, en accord avec Philippe, mon mari, nous avons décidé de nous organiser, que lui m'aiderait pour justement qu'on arrive à concilier nos vies professionnelles et notre vie familiale. Et c'est un choix qu'on a fait tous les deux. Et finalement, on s'en sort pas si mal parce qu'avec l'aide de notre nounou qu'on a depuis maintenant 3 ans et qui est devenue quasiment une amie, finalement, j'ai pas l'impression que mes enfants en pâtissent. Je pense qu'ils sont assez équilibrés et très heureux. Et finalement, je pense pas non plus que la carrière de mon mari en soit lésée parce qu'il m'aide. Alors effectivement, dans l'avenir,
l'avenir, nos enfants vont grandissent rapidement. Quand ils vont aller à l'école, je pense que nous aurons peut-être plus de latitude pour gérer nos carrières et nos temps de travail. Mais je pense que l'essentiel dans la vie, c'est d'être passionné par ce que l'on fait. Moi, j'adore mon métier, lui aussi d'ailleurs, et il n'y a aucune raison, je ne me sens pas frustrée parce que je fais 12 heures par jour. C'est à la limite moi qui veux bien le faire, parce qu'autrement, je veux dire, je pourrais me conformer à mes horaires. Si je dépasse mes horaires ou si je vais faire des permanences au Parc des Princes, c'est parce que je le veux, parce que mon mari est d'accord pour que je m'accomplisse dans ma vie professionnelle, et je veux dire, je pense que notre couple n'en souffre pas pour autant. Philippe Sollers, cet hymne au bonheur qu'on a entendu de la part de Lio, de Corinne Touzet, etc., on vous a retrouvé à un point où on ne vous attendait pas dans votre dernier roman Passion Fixe, parce que finalement on vous croyait cynique et c'est un hymne au bonheur, on vous croyait libertin, c'est un hymne à la fidélité, ou en tout cas à un amour unique et un amour de vie, et donc on se dit c'est Don Juan pot-au-feu, Philippe Sollers maintenant, il vieillit. Non, c'est Don Juan encore plus inquiétant que d'habitude, au contraire, parce qu'on fait de Don Juan toujours quelqu'un qui n'aurait pas connu l'essentiel. Eh bien, mettons qu'on transforme un peu le personnage et que, tout en restant offensif, ils connaissent aussi quelque chose dont on dit qu'il aurait été privé. Moi, je suis enchanté de voir qu'il y a des commissaires de police comme madame. Je trouve qu'il y a un grand progrès dans ce pays, et quand on voit d'autre part qu'elle a réussi quelque chose d'harmonieux avec monsieur, je crois que voilà, nous progressons. Mais nous ne progressons pas encore au-delà. C'est-à-dire, nous sommes toujours dans le fait que la vie est faite pour élever les enfants, voilà, c'est ça qui bloque absolument tous vos discours, c'est extraordinaire. On a l'impression que la vie est faite uniquement pour élever les enfants, le mieux possible. Bon, alors, je ne crois pas. Ben, ça sert pas mal. Moi, je crois que quand même la vie, le mot exister, restant existentialiste, alors vraiment à fond, je crois quand même qu'il y a quelque chose que, c'est pour ça que je fais de la littérature, je ne fais pas de prêche sociale, j'ai rien à proposer sociologiquement. Je n'ai pas de programme politique, mais puisqu'on parle d'un livre qui est un roman, je crois que c'est important de vivre un peu au-delà des conventions sociales. Parce que, en plus, quand on a une passion amoureuse, je crois qu'on devient beaucoup plus lucide sur la société, sur ce qu'elle a d'ennuyeux, de répétitif, d'accablant, de routinier, d'emmerdant, etc. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut dire, parce que vous parliez, madame, du fait que on n'était plus en guerre, l'homme est revenu de la guerre, etc. En effet, la guerre de 14-18 est très loin, mais enfin, c'est pas ça. Il y a une évolution générale des mœurs. Moi, je suis tout à fait d'accord que les hommes s'occupent des enfants. Alors on les remet encore dans ça. Ça n'est pas seulement ça. Il y a une transformation. On a parlé de bonheur, il faut parler de plaisir, il faut parler de choses comme ça. Il faut que les femmes s'expliquent sur ce qu'elles ont envie de faire. Faire l'amour, c'est vague, il faut être plus précis. Mais je vais vous décevoir parce qu'on va encore parler d'enfants, Philippe Sollers, avec le problème de la garde des enfants quand on travaille. Une crèche au travail, Karine Dufour est allée y voir parce que ça n'est pas si fréquent que ça. Et peut-être c'est une des solutions possibles pour concilier ce qui, pour beaucoup d'entre vous, est inconciliable. On regarde. At the Battle of Jericho and all came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Philippe, but they're not like the good old Joshua. Comme tous les matins, Laurence dépose Paul à la crèche de son entreprise. Avant de reprendre son poste de travail, 2 étages plus bas, elle s'accorde un répit, un petit déjeuner qu'elle n'a pas eu le temps de prendre chez elle. Laurence est comptable depuis 12 ans dans cette banque et elle attend pour le mois de mai son 3e enfant. C'est toujours une histoire de choix. Comme de toute manière je voulais des enfants, j'étais obligée de mordre sur ma vie professionnelle, donc, tout en sachant que l'entreprise le tolère, mais à partir du moment où une femme a des enfants, on considère qu'elle n'est plus à 100% dans son travail, ou qu'elle peut être absente si l'enfant est malade ou des choses comme ça. Et je pense qu'avec mes 3 enfants, on ne facilitera pas la vie pour grimper, pour avoir une carrière entre guillemets.
Laurence travaille 4 jours par semaine et paye 540 francs par mois la garde de Paul. C'est 4 fois moins cher que dans une crèche municipale, un avantage certain, mais pour en bénéficier, Laurence et son enfant passent chaque jour 2 heures dans les transports en commun. Pour une femme avoir envie de travailler, maintenant c'est vraiment... c'est un peu de combat pour elle. Hein. Ouais. Je pense que c'est dur, hein, de faire les deux, d'avoir des enfants, de les faire garder et travailler. Ça c'est dur. Et on est obligé de travailler. Maintenant. Bah oui. Hein, pour que les mamans travaillent. Quand on est femme, c'est vrai qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Si on accentue un des côtés, le travail ou être mère, alors le travail, on sera une mauvaise mère. Si on s'axe sur ses enfants, ce sera on est une mauvaise employée. Et si on s'axe sur son concubin, on va dire c'est une égoïste. Et puis bon. Donc il y aura toujours, les femmes n'ont pas le choix, forcément. Enfin ça ira pas quoi, quelle que soit leur option. Donc moi j'ai préféré essayer de m'organiser journée par journée pour essayer d'être tout à la fois, mais par créneau horaire. Je le vis au jour le jour. De telle heure à telle heure, je serai plus maman. De telle heure à telle heure, je serai plus dans mon travail. Et de telle heure à telle heure, une fois que les enfants sont couchés, je serai plus avec mon concubin. Enfin, bon. C'est vrai que c'est une organisation au jour le jour, parce qu'il n'y a pas d'organisation parfaite. Très bien. Je pense que oui, quand même, quand on est maman, quand on regarde sa montre, on se dit tiens, il mange, tiens, il dort, ou il est dehors, il joue. Non, je pense que dans la journée, quand elle regarde la pendule, oui. Bon, pas tous les jours, mais... Il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de gâteau le midi. C'est à 4 heures les gâteaux. D'accord? Du pain, tu en as. Dans cette banque, 60% des employés sont des femmes. Alors au bureau, on s'arrange. La supérieure de Laurence comprend les tracas d'organisation puisqu'elle-même est confrontée à ces problèmes. Je me dis que je deviens maman par intérim parce que je vois pas ma fille la semaine. J'ai le week-end, mais le week-end il faut faire le ménage, il faut faire des courses. Je peux pas me consacrer tout le week-end à ma fille. Donc là on culpabilise un peu. Enfin en tout cas moi c'est mon cas. J'aimerais bien pouvoir consacrer beaucoup plus de temps à ma fille. Et non pas arriver le soir en disant vite mange, va au lit parce que maman doit manger, doit prendre sa douche et doit sortir ses affaires pour aller au travail le lendemain. C'est une chose que je conçois avec beaucoup de mal. Il faut essayer d'avoir un état d'esprit, et notamment de la part du management, qui va permettre aux femmes de passer un cap qui est parfois difficile sur le plan de l'organisation. Et il faut par exemple en arrêter avec certains harcèlements moraux, on appelle ça comme ça, qui consistent systématiquement à rendre les choses difficiles pour les femmes qui ont besoin pendant un moment de leur carrière, d'avoir des facilités d'horaire ou des choses comme ça. Mettre des réunions systématiquement à 7 heures du soir quand on sait qu'une femme doit aller chercher son enfant à la crèche, c'est pas quelque chose d'élégant. L'expérience montre que lorsqu'on a ce type de comportement, on a ensuite des salariés, féminins en l'occurrence, qui sont plus fidèles à l'entreprise, qui sont mieux impliqués dans leur travail et qui, le moment venu, lorsqu'elles sont dégagées d'un certain nombre d'obligations familiales, rendent largement les quelques services qu'on a pu leur rendre à un moment de leur carrière. La voiture c'est tout à l'heure, maintenant tu sais on va aller dormir, c'est l'heure de la sieste. On va aller dormir, on fera de la voiture tout à l'heure, cet après-midi. Boum, je t'assomme. Oui, on va aller sur le pont. Je l'ai changé. Il y a quelques temps, il y a une maman qui n'a pas pu prendre ses congés parce qu'il y avait un manque de personnel dans son service et puis que fallait que... Donc des fois des enfants auraient besoin aussi de prendre des vacances et qu'ils n'ont pas forcément... Il y a certains enfants qu'on voit continuellement. Parce que les mamans travaillent beaucoup. Elles travaillent énormément.
c'est normal qu'il y ait du 3 avec le 7. Enfin, ça va être difficile pendant 3-4 ans, le temps qu'ils seront tout petits, et puis que plus ça ira, mieux ça ira en fait, parce que même s'ils ont toujours besoin de leurs parents, bon, ce sera moins exclusif maman, ce sera peut-être plus vers papa aussi. Coucou bonhomme. Il faudra aussi qu'elles apprennent, comme leurs anciennes, elles se battent pour obtenir que leur situation évolue. Mais je ne sais pas pourquoi elles se battront. Parce que je ne sais pas moi-même dans quelles conditions elles vont travailler dans les années futures. Mais il va falloir qu'elles apprennent aussi à avoir une réflexion collective et en voulant tout, eh bien pour vouloir tout, il faut aussi se donner les moyens de vouloir tout. Elles font surtout ce qu'elles peuvent, je rajouterais. Voilà un reportage de Karine Viffaut, j'adore la conclusion, elles font surtout ce qu'elles peuvent. Françoise de Panafieux, là c'est à l'élu que je m'adresse. C'est une solution, les crèches au travail, pas tellement développées, il y a assez peu d'entreprises qui le font. Et ça me pousse à poser évidemment la question de ce qui est quand même un des gros obstacles pour cet équilibre qui est évoqué depuis le début de l'émission, c'est-à-dire le retard considérable dans l'accueil de la petite enfance pour les femmes qui travaillent et le retard qu'il y a sur les crèches nationalement et dans les grandes villes notamment, et à Paris particulièrement. À Paris, nous avons environ 350, un tout petit peu moins, 348 structures d'accueil pour les très jeunes enfants, donc depuis l'âge de 3 mois. Et c'est vrai que la France est le pays d'Europe qui accueille les enfants dans ces structures de manière la plus précoce. Est-ce que nous répondons à toutes les demandes? Non, nous ne répondons pas à toutes les demandes. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème qui est posé peut l'être d'une manière différente. Là, ce qui vient d'être montré est très intéressant parce que c'est une entreprise qui prend en compte aussi le problème qui se pose pour les femmes qui travaillent à l'intérieur de cette entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il faut continuer de faire un effort en matière de création de crèches, il faut quand même savoir, je déteste parler argent quand on parle des enfants, mais enfin il y a quand même un moment où il faut en parler, puisque ce sont nos impôts à tous. C'est vrai que la création hors charge foncière, la création d'une crèche coûte actuellement de l'ordre de 18 millions de francs à Paris. Bien. Nous faisons des crèches de 60 à 80 berceaux. Et nous avons 18 000 enfants qui sont accueillis en crèche. Mais je crois qu'aujourd'hui, notre démarche, elle doit être différente. Elle doit être certes de faire des crèches, mais également d'envisager d'autres modes de garde d'enfants. Des modes plus souples. Ce dont je suis très frappée, nous avons par exemple ces crèches dont vous parlez. Elles ouvrent à 8 h du matin, elles ferment à 6 h du soir. Oui, mais vous avez des femmes qui n'arriveront jamais à être à 6 h du soir à la crèche. Et donc aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est en fait que l'on sache s'adapter à la femme en lui proposant non seulement des structures et des horaires plus souples, mais également d'autres modes de garde d'enfants, ce qu'on appelle les modes de garde alternatifs, comme par exemple les crèches familiales. Laurence de Cambronne. Je dis simplement, ça fait 15 ans, ça fait 10-15 ans qu'on dit on aimerait avoir des crèches qui ouvrent plus tôt et qui ferment plus tard. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? C'est ça ma question, c'est qu'on en parle, ça date pas d'hier ce débat-là. Nous, dans le journal Elle, tous les ans, on fait un sujet sur les crèches, sur la garde d'enfants, sur la galère que ça représente pour les femmes de faire garder leurs enfants. Il y a 2 millions d'enfants de moins de 3 ans, il y a 200 000 places de crèches. C'est quand même énorme. Il y a 400 000 assistantes maternelles, donc le reste, ça fait 1 400 000. Voilà. C'est essentiellement des raisons budgétaires que vous évoquez, parlons en général, ou c'est aussi une non prise en considération de l'importance sociale que ça peut avoir liée au travail des femmes. Bon, et je crois aussi que c'est une question d'imagination. Je crois que c'est autre temps, autre mœurs, autre époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on demande aussi autre chose, on demande un autre service. Je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Par exemple, à Paris, on parle suffisamment de ces logements qui sont vides.
À partir du moment où ils ont 150 mètres carrés, car c'est vraiment la surface minimum pour faire une crèche parentale d'environ une dizaine d'enfants, 10-12 enfants. C'est le minimum. Pourquoi ne pas envisager de mettre certains de ces appartements à la disposition d'une association ? À ce moment-là, qui serait prise en charge, ce qui n'est pas le cas actuellement par l'État aussi, car il n'y a que la ville aujourd'hui qui prendrait en charge ce type de structure. L'État n'est pas prêt à le faire avec la caisse des allocations familiales et permettre autour d'une assistante maternelle puéricultrice à ces 10-15 parents de pouvoir s'organiser pour cette garde d'enfants en crèche maternelle, en crèche familiale. Je crois que c'est ça aujourd'hui. Il faut aller vers des modes résolument, vers des nouvelles pistes. Philippe Sollers, je ne vous pose pas de questions sur les crèches parce qu'on a compris que c'était pas... Et pourquoi pas Alain, non, Alain Soral, non, je vous crois capable d'y répondre malgré tout. Je voulais faire une remarque. Dans vos reportages, on voit essentiellement, même totalement, que des gens du secteur tertiaire, c'est-à-dire le travail de bureau. Il me semble que cette indifférenciation sexuelle du masculin et féminin qu'on essaie de nous vendre comme un progrès est en fait la conséquence de cette généralisation du secteur tertiaire, puisque le secteur tertiaire, c'est des boulots qui peuvent être faits indifféremment par les hommes et par les femmes, et ils ont tendance à masculiniser les hommes et à féminiser les femmes. Et je voulais faire une autre remarque, c'est en fait, c'est la société industrielle du modèle unique qui va vers un modèle unique, même du sexuel, et là, il y a un vrai problème, c'est que plus les hommes et les femmes se ressembleront, moins ils auront envie d'être ensemble. Pour revenir à la crèche, quand même. Revenir à la crèche. Tout le monde a l'air assez consterné, mais bon. Ce serait peut-être plus simple la prochaine fois. Je voudrais dire que quand vous parlez d'imagination, bien sûr qu'il faut avoir de l'imagination. Néanmoins, vous dites la crèche, on demande la crèche, on demande la crèche. On demande la crèche parce qu'elle manque, parce qu'il en manque. Il faut quand même savoir qu'en France, 40% des parents qui ont eu la chance, comme on dit, parce qu'on parle de chance, de trouver un mode d'accueil pour leurs enfants, disent qu'ils n'ont pas le mode d'accueil qu'ils voulaient pour leurs enfants. Je passe pour tous les parents qui n'ont pas trouvé de mode d'accueil. Par ailleurs, depuis environ 12 ans, l'accent en politique de l'enfance a été mis sur la garde individuelle, c'est-à-dire les assistantes maternelles agréées travaillant à leur propre domicile, c'est-à-dire des femmes qui à la fois sont chez elles et travaillent, etc. Les personnes venant garder les enfants au domicile des familles et pas du tout sur la garde collective. Or, il s'avère que c'est la garde collective qui, dans toutes les enquêtes, est la plus... ce que disent les parents, c'est la garde qui convient le mieux au développement. En général, oui. Elle est plébiscitée, mais c'est pas ça. Les parents disent c'est la garde qui convient le mieux à l'enfant. Et par contre, la garde qui convient le mieux aux parents, c'est la garde au domicile des parents. Hein? Autrement dit, il y a un choix qui n'est pas seulement un choix budgétaire. Parce que ça n'est pas que ça. Mais qui dit que c'est ce qui convient le mieux aux enfants, Je parle des parents interviewés. D'accord. Hein? Bon, ce dont je peux parler, moi, c'est des enfants que je vois en crèche, puisque j'y travaille depuis 20 ans quand même. Ce que je vois, c'est que les enfants qui sont accueillis en crèche dans de bonnes conditions sont des enfants qui se développent très bien. Très vite aussi. Et qu'on ne peut pas dire en plus que tel mode de garde est bien meilleur qu'un autre. Simplement, il faut arrêter de dire, quand on parle de la garde des enfants, qu'on doit garder les enfants parce que la mère travaille. Si les enfants ont besoin d'être gardés pendant la journée, c'est parce que les parents travaillent, les deux parents travaillent. On voyait cet auxiliaire de puériculture tout à fait... compétente avec les enfants, dire maman est au travail.